Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Merci de choisir Géopolis Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce lundi 20 janvier 2025. Énième grève des conducteurs de transport en commun ce lundi 20 janvier dans la ville de Kinshasa, malgré la mise en garde de l'autorité urbaine interdisant la dite grève, une situation qui a mis en difficulté les Quinois et Quinoises pour se déplacer. Et en parallèle, afin de maintenir la sécurité et d'assurer la fluidité de la circulation, le commissariat provincial de la police a intensifié ses efforts sur terrain pour faire face à la paralysie du secteur du transport due à la grève des chauffeurs. Et à l'international, l'Afrique connaît une légère réduction du déficit commercial avec la Chine, une baisse causée par la hausse des cours de certaines matières premières comme l'or, le cuivre et le café. Tout de suite, les détails. Malgré la mise en garde du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, interdisant la tenue de la grève, les conducteurs des véhicules de transport en commun de la capitale ont maintenu leur mouvement, entraînant de fortes perturbations pour les déplacements des Quinois ce lundi 20 janvier. Rachel Misenga et Giscard Tamba étaient sur place pour recueillir les avis des usagers. Les arrêts des bus bondés de monde. Tous debout, attendant désespérément l'arrivée de taxis ou de taxibus. Il est 8 heures et jusque-là, aucun véhicule jaune ne se pointe. Malgré la mise en garde du gouverneur de la ville Daniel Bumba, interdisant la tenue de la grève ce lundi, les chauffeurs de transport en commun ont quand même décidé d'observer un arrêt de travail, réclamant un réajustement de la grille tarifaire publiée par les autorités qui, selon eux, ne tient pas compte de la réalité du terrain. La population, victime de cette grève, demande aux autorités de déployer les agents de l'ordre sur terrain pour faire respecter la grille tarifaire. Le matin, les transports étaient vraiment difficiles. Pour arriver de magasin jusqu'ici, j'ai payé 6 000 francs, imaginez. La décision que le gouvernement a prise pour les transports, j'aimerais qu'ils puissent mettre les agents de l'ordre en terrain pour qu'ils puissent contrôler. Parce que même s'ils ont baissé les prix des transports, quand même, il y a ceux-là qui exagèrent toujours. C'est trop difficile pour arriver en ville aujourd'hui. J'ai à prendre des motos, demi-terrain, j'ai payé plus de 15 000 de motos pour arriver jusqu'en ville aujourd'hui. En fait, c'est le message que je peux lancer aux autorités, en fait, d'essayer de veiller et puis d'essayer de mettre une discipline par rapport aux agents de transport. Certains usagers demandent plutôt aux autorités de la ville de créer un équilibre afin de ne pénaliser ni les chauffeurs ni les usagers. Gouvernement provincial, il faut aller à Asala pour mettre plus de clients et chauffeurs en conflit. Nous avons besoin d'équilibrer ça. Basa la prix pour nous punir les chauffeurs. Basa la prix pour nous faire plaire les clients, la population, mais basa même besoin d'équilibre. En attendant que cet équilibre soit trouvé, se déplacer d'un coin à un autre de la capitale congolaise est devenu un chemin de la croix. Pour parler de cette grève des chauffeurs du transport en commun, nous avons un invité ce soir. Il s'agit de M. Chardin Goy, président du Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Alors, plusieurs associations, y compris la vôtre, ont rencontré le gouverneur de la ville hier dimanche et ce dernier a d'ailleurs mis en garde les chauffeurs grévistes à l'issue de cette réunion. Mais aujourd'hui, ce matin, la réalité, on peut dire toute la journée d'ailleurs, la réalité a été autre sur terrain. Alors, n'y aurait-il pas de mésentente entre vous, les différentes associations ? Merci beaucoup, madame. Hier, nous étions chez monsieur le gouverneur qui était avec toute son équipe du Conseil de sécurité provincial. Nous y étions en tant que mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo, qui est membre d'une plateforme dénommée la Synergie des associations des chauffeurs.
Et nous sommes en train de travailler avec la ville en tant que partenaire. Mais en face de nous, nous avions eu à voir pendant plusieurs jours un tract qui a circulé sans pour autant que les auteurs ne puissent être démasqués d'avance. Et nous avions lancé, d'ailleurs j'étais reçu ici, je crois, le 17, j'avais lancé l'appel à nos amis qui paraissent aujourd'hui comme extrémistes dans la démarche. Nous leur avons demandé qu'il s'agissait d'un problème technique. Le transport, c'est un secteur technique et qui demande à ne pas utiliser les méthodes politiciennes. Alors, une raison pour laquelle nous avions demandé à nos amis de se présenter auprès de l'autorité afin de déposer un cahier de charges et d'ouvrir le dialogue. Alors, nous, on était en face d'une autorité et il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour qui consistait à avoir la communication du gouverneur qui était en train de nous donner sa ligne directrice disant qu'il ne voulait pas voir aujourd'hui qu'il y ait perturbation avec tout ce que lui avait comme renseignement. Je pense bien que c'était très bien positionné pour qu'il puisse donner sa décision en termes d'autorité de la ville pour prévenir tout ce qui pouvait y passer comme désordre. Nous connaissons quand même ici à Kinshasa quelqu'un qui peut appeler à manifester paisiblement, mais tout autour de ça, il y a toujours des récupérations ça et là. Je crois que raison pour laquelle le gouverneur a pris ce temps qui pouvait aussi permettre aux autres de ne pas aller au-delà, parce qu'il y a eu la police qui était en alerte, il y a eu aussi le service de renseignement qui était aussi en train de travailler pour ne pas permettre à ce qu'il y ait des ordres. Il a bien prévenu que celui qui veut travailler aille travailler et que celui qui ne veut pas travailler, que celui-là n'empêche pas à l'autre de pouvoir travailler. Le matin, on a observé une sorte de ralentissement qui a fait que ceux qui sortent le matin n'ont pas pu trouver le véhicule. Et dans ce lot, il y a ceux qui avaient voulu gréver, mais il y a aussi ceux qui s'est positionné par crainte pour prévenir les dégâts. Nous avons des amis qui ont respecté notre mot d'ordre de pouvoir sortir, mais à ce moment où nous parlons, ils ont des paraprises qui sont cassés, ils ont des portières qui ont des problèmes, parce que ça et là, il y a eu quelques badauds ou quelques amis qui n'ont pas voulu tolérer, c'est un peu ça. D'accord. Alors, voilà, hier, vous étiez avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, quelles sont les résolutions qui ont été adoptées à l'issue de cette réunion, hormis la mise en garde du gouverneur? Parce que vous étiez là pour trouver une solution, un terrain d'entente. De toutes les façons, le tract a pris beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal que ce matin, que la situation ne puisse pas être récupérée de sitôt. Nous avions fini la réunion pratiquement après 18 h, le temps de faire la communication et le temps de nous permettre d'aller essayer de mobiliser le nôtre. Le temps était tellement court et on s'est récupéré dans la journée. Et vous voyez, je crois cet après-midi, sur le boulevard ici, je crois, c'est depuis 14 h, 15 h qu'il y a des embouteillages monstres. Donc, cela veut dire qu'il y a ceux qui avaient accepté de faire le mouvement et surtout que c'est le matin où la population se déplace pour essayer d'être ponctuelle. Chacun là où il va qui a ses occupations, ce qui a fait que nombreux ont pris des dispositions carrément pour utiliser ce qu'on appelle généralement la ligne 11. Nous disons, au-delà de la communication du gouverneur, il a demandé à ce que nous allons nous retrouver très prochainement dans un cadre purement de concertation, pour essayer de traiter purement de la question des résolutions de beaucoup de mots qui rongent le système de transport. Jusque-là, les résolutions n'ont pas encore été prises, des résolutions concrètes. Normalement, on ne peut pas du coup s'attendre des résolutions de cette réunion-là, sauf que c'est la décision du gouverneur qui a confirmé que la grille tarifaire ne sera pas changée. Nous, on a demandé aux amis qui sont allés à l'extrême de pouvoir utiliser les procédures. C'est soit ils peuvent saisir l'hôtel de ville à travers une pétition, par exemple, et amorcer toutes les démarches possibles pour convaincre le gouverneur. À ce moment-là, le gouverneur pourra reconvoquer la commission tarifaire. Parce qu'il faut reprendre là où les choses avaient commencé. Le gouverneur seul ne peut pas changer la grille tarifaire. Il faut reprendre les travaux au niveau de la commission tarifaire où nous avons été aussi membres. Donc, c'est vraiment une très longue procédure. C'est pourquoi nous disons à nos amis... Vous estimez que signer une pétition pourrait être l'une des solutions pour concilier les avis de ceux qui s'opposent à la décision du gouverneur? Absolument. Sinon, c'est passer peut-être par nos canaux
Et moi j'avais dit d'ailleurs que notre structure, la mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo, elle est disposée à faire un pont, amener nos amis vers les autos. Parce que nous sommes officiels. Ouais. Nous pouvons les amener de manière à ce qu'ils puissent dialoguer avec l'autorité et c'est là qu'ils pourront trouver des solutions. C'est un domaine technique, ça ne sert à rien d'utiliser les méthodes comme des politiciens, donc voilà, on risque de passer le temps inutilement. Voilà, merci à vous, Monsieur Chardin Ngoyi. Je rappelle que vous êtes président du Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs au Congo. Merci à vous. Merci, madame. Poursuivons avec l'actualité face à la paralysie du secteur de transport public à Kinshasa due à la grève des chauffeurs. En réaction à la nouvelle grille tarifaire du gouvernement provincial, le commissariat provincial de la police a intensifié ses efforts. Ce lundi 20 janvier, des unités spéciales ont été déployées dans toute la ville sous la direction du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba afin de maintenir la sécurité et d'assurer la fluidité de la circulation. Rachel Misenga. Le commissariat provincial de la police de Kinshasa a déployé ce lundi 20 janvier des unités spéciales à travers toute la ville pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens, alors qu'une grève des chauffeurs des transports publics paralysait les secteurs en raison de la nouvelle grille tarifaire instaurée par le gouvernement provincial. Cette opération a été dirigée par les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, qui a également supervisé les travaux d'assainissement en cours sur les principales artères de la capitale. Ces déploiements visaient à éviter toute perturbation supplémentaire dans la circulation et à maintenir l'ordre en dépit de la paralysie du trafic. Au rond-point magasin Kitambo, les commissaires Kilimbalimba a procédé à l'évacuation de marchés pirates et à la délocalisation des arrêts de taxis et taxibus afin d'améliorer la circulation dans ces secteurs particulièrement congestionnés. L'opération a été étendue à d'autres zones de la ville dans le but de fluidifier le trafic et de lutter contre la nuisance générée par les activités illégales dans les rues. En outre, face à la grève de chauffeurs, une Jeep de la police surnommée Kabasele a été mise à disposition pour accompagner les élèves vers leur école afin de garantir leur accès à l'éducation malgré les difficultés de transport. Par ailleurs, la mesure de circulation alternée à sens unique mise en place depuis le 27 octobre 2024 pour désengorger les trafics dans la capitale reste toujours en vigueur. Les commissaires provinciaux de la police a rappelé aux usagers de la route l'importance de respecter cette décision, soulignant qu'elle contribue à l'amélioration de la fluidité du trafic à Kinshasa. Aucun incident n'a été rapporté concernant le chauffeur ayant choisi de travailler malgré la grève et les autorités ont veillé à ce que la situation reste sous contrôle. Autre chose à présent, la page Joe Biden est tournée. Donald Trump revient au pouvoir. Le 47e président de l'histoire des États-Unis d'Amérique est perçu par beaucoup comme un pacifiste, plus disposé à faire taire les armes dans le monde. En République démocratique du Congo, que doit-on attendre du retour de ce président atypique, sachant que les États-Unis ont été un artisan du cessez-le-feu qui a tenu quelques semaines en RDC. Nous avons posé les questions à Nikeski Belbel, expert des questions sécuritaires. Suivez. Trump est insaisissable, mais il faut retenir que la politique étrangère américaine est presque la même. D'abord, l'Amérique le reste après. Mais ce qui est plus important, et nous l'avons démontré, c'est-à-dire le peuple congolais a démontré cette résilience. Ce qui est plus important, c'est la solidarité et l'unité du peuple congolais. Parce que le projet de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Trump est insaisissable. Mais il faut retenir que la politique étrangère américaine est presque la même. D'abord, l'Amérique le reste après. Mais ce qui est plus important, et nous l'avons démontré, c'est-à-dire le peuple congolais a démontré cette résilience. Ce qui est plus important, c'est la solidarité et l'unité du peuple congolais. Parce que le projet de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Regardez tous les pays où le peuple n'était pas solidaire, comme le Soudan, comme même l'Éthiopie et l'Érythrée à l'époque. Ils ont été balkanisés. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Donc nous d'abord, c'est notre unité, c'est notre solidarité, notre affirmation comme nation qui va faire échec à tous les plans que les prédateurs veulent sur notre pays. Donc, même Trump peut venir avec des décisions si ça ne plaît pas au peuple congolais. Si le peuple congolais se met debout en disant Trump, nous n'acceptons pas tout cela, rien ne peut marcher. Parce qu'on ne peut pas exterminer 100 millions d'habitants. On ne peut pas.
Donc, ce qui est plus important, c'est cette unité autour du chef de l'État, c'est-à-dire autour du commandant suprême, demander à ce que le commandant suprême mette des moyens. Regardez, lorsque les FARDC reconquièrent des localités, on crie là-bas à respecter les cessez-le-feu. C'est-à-dire que nous pouvons, notre armée peut faire des merveilles. Et quand elle fait des merveilles, la communauté internationale commence à crier au dialogue. Mais nous avons le devoir sacré de récupérer toutes les localités où l'ennemi est assis. Donc, ce n'est pas Trump qui va nous donner la ligne de conduite, mais c'est d'abord nous-mêmes, si nous voulons garder notre pays dans les limites que les pères de l'indépendance nous ont laissées. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour discuter de l'investiture de Donald Trump, nous en parlerons avec notre intervenant qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit de M. José Junior Owawa, journaliste à Géopolis. Bonsoir à vous. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Géopolis et pour la confiance que vous continuez à nous accorder. Suivant chaque jour nos actualités. Alors, l'investiture de Donald Trump, le 47e président des États-Unis d'Amérique, comment s'est déroulée la cérémonie? Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Voilà, comme vous avez suivi un peu partout sur les réseaux sociaux, à travers la télévision, il n'y a pas eu de particularité depuis 1937, depuis les changements du 20e amendement de la Constitution américaine qui a obligé que l'élection ait lieu le mois de novembre et que le président américain est investi le 20 janvier de chaque année. Et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donald Trump, contrairement à ce qui a été prévu, Donald Trump a été face à une poignée d'invités sélectionnés, notamment les dignitaires américains, toute l'élite américaine qui était là, où il a pris ses fonctions, il a prêté serment sur la Constitution américaine, la Bible, comme toujours aux États-Unis. Et Donald Trump a respecté sa tradition. C'est l'homme égal à lui-même. Quand vous voyez dans le parterre d'invités qu'il a sélectionné, il n'y a pas de dirigeants vraiment de première classe. C'est comme le dirigeant de pays qu'on ne peut pas citer ici, des grands pays industrialisés du monde. Mais par contre, vous trouvez des présidents comme l'ancien président brésilien, Bolsonaro, qui était là. Vous trouvez peut-être la première ministre, la présidente du conseil italien, Madame Meloni, qui était là. Et tous ces invités-là, certains commentateurs disent que finalement, ils ont été sélectionnés sur base de leur proximité idéologique avec Donald Trump, qu'on accuse à un certain moment d'être un populiste. Mais parce que tous ces dirigeants qui ont été invités, ce sont des dirigeants qui partagent la même philosophie politique que lui. Et ce sont ces dirigeants qui étaient sur la première loge. Ouais. Et Donald Trump a fait effectivement ça. Il a pris ses fonctions. Et vous souvenez-vous qu'il a promis qu'en prenant ses fonctions, il signait une série de décrets et qu'on attend peut-être ce soir, on saura les grandes décisions qu'il aura à prendre. Justement, on rappelle que Donald Trump a d'abord été 45e président des États-Unis d'Amérique et aujourd'hui il est élu encore une fois. Il est cette fois-ci le 47e président des États-Unis. Mais quels sont les défis qui l'attendent pour ce mandat? Oui, son mandat est un peu particulier, mais ce n'est pas vraiment un mandat particulier parce que vous vous souvenez, en 1885 et 1889, il y a eu un président qui s'appelait M. Chevènement, qui était aussi président, qui est revenu pour la première fois en 1885, et finalement en 1889, Donald Trump rédite l'exploit, je crois, plus d'un demi-siècle après, 2 siècles presque après, pour devenir président. Aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump a beaucoup de défis, comme il a lui-même épinglé, notamment le problème d'immigration. Et les États-Unis aujourd'hui sont inondés par des migrants venant principalement de l'Afrique latine, de l'Amérique latine, qui inondent les États-Unis parce qu'il y a la pauvreté, il y a l'insécurité, il y a le trafic de drogue. Et c'est l'un des défis que Donald Trump doit affronter dans son deuxième quinquennat ici et de 4 ans de mandat présidentiel. Et au-delà de l'immigration, vous trouvez il y a d'autres thématiques comme les questions environnementales où Donald Trump veut investir beaucoup plus d'argent pour lutter contre les changements, lutter contre les changements climatiques, mais il passe outre les recommandations, par exemple, de COP26, de COP21, tous les sommets sur le climat qui ont été
organisé pour dissuader les États à ne pouvoir pas investir suffisamment dans les énergies fossiles pour maintenir l'équilibre mondial et l'équilibre climatique. Il estime que son pays ne peut pas sacrifier son développement sous l'autel d'une quelconque protection de l'environnement et il attend vraiment beaucoup plus investir dans ces secteurs-là. Et aussi au niveau des États-Unis, il estime que du fait que le pays accueille beaucoup plus de marchandises. Il y a beaucoup de marchandises à l'importation. Il a promis d'augmenter les taux de marchandises à l'importation de plus de 10%. Ouais. Il estime que ça peut propulser l'économie, ça peut révolutionner l'économie parce qu'il estime que... redynamiser l'économie, comme vous dites, parce qu'il estime que sous le mandat de Joe Biden, l'Amérique a beaucoup perdu à travers ces contrats, à travers ces partenariats commerciaux qui ne l'ont pas aidé. Finalement, il veut revenir maintenant à la manœuvre pour essayer un peu de propulser l'économie américaine vers le devant. D'accord. Voilà. Donald Trump, président des États-Unis, a quel impact à l'externe? On voit l'Afrique et plus particulièrement la République démocratique du Congo qui aujourd'hui fait face à la guerre dans sa partie est, à l'agression rwandaise. Alors quel impact, voilà, on l'a suivi, Donald Trump est reconnu justement pour être un pacifiste qui a fait en sorte que les armes soient baissées dans plusieurs guerres. Alors, quel impact sur voilà, son élection à la tête des États-Unis d'Amérique sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà, madame. Avant de parler de la guerre à l'est de la RDC, je pense qu'il est important d'évoquer la guerre, un peu la stabilité, ou soit sa politique étrangère. Vous voyez que la politique étrangère de Donald Trump estime que les États-Unis ne peuvent pas toujours se substituer à un gendarme du monde, en intervenant partout. Lui, il a pensé que sa politique étrangère, c'est d'abord l'Amérique, et c'est comme ça qu'il définit les États-Unis, que c'est d'abord les intérêts américains. Alors, il n'y a pas grand-chose à s'attendre, d'autant plus que déjà, au niveau avec l'OTAN, vous voyez que l'Alliance atlantique, il a menacé de se retirer, d'autant plus qu'il estime que les États-Unis investissent beaucoup d'argent dans la défense atlantique, mais finalement, les pays ne gagnent rien. Il a demandé notamment aux Européens et tous les pays qui participent dans cette alliance de pouvoir contribuer davantage pour que finalement, tous les contributeurs puissent bénéficier de la même protection. Et vous voyez qu'au niveau du Moyen-Orient, il a exigé un cessez-le-feu entre les Israéliens et les Palestiniens. Finalement, c'est chose faite. On ne sait pas comment ça va durer, pour combien de temps. Mais il ne faut pas parler d'un Trump qui est pacifiste. Et un Trump, peut-être, il est indifférent par rapport à l'Amérique, à l'Afrique, parce que vous voyez que depuis son premier mandat, Donald Trump n'a reçu que 2 présidents. Il y a le président Kenyatta, l'ancien président Kenya, et le président Mamadou Buhari du Nigeria. Il n'a reçu que 2 chefs d'État parce que pour lui, l'Afrique ne représentait pas grand-chose. Vous souvenez-vous de sa phrase choc quand il a qualifié l'Afrique de pays de merde. À l'époque, il a créé une onde de choc en Afrique. Aujourd'hui, Donald Trump, l'Afrique déjà, pour lui, l'Afrique ne représente pas grand-chose parce qu'imaginez que le continent africain ne représente que 10% de commerce mondial. Alors que vous voyez que tout ce pays-là, il pense que sa priorité, c'est d'abord les États-Unis et les autres pays du monde. Donc, par rapport à la guerre de l'Est, on ne devrait pas trop s'attendre à son intervention quant à ce problème-là qui ronge la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ça ou soit, mais tout simplement, il faut tout simplement être réaliste. Et si les intérêts américains vont pousser le président américain à pouvoir intervenir pour garantir les intérêts américains, je crois qu'il pourra faire, mais pas s'attendre qu'il est vraiment là pour faire quelque chose, parce que d'autant plus que pendant sa campagne électorale l'année dernière, il n'a jamais prononcé l'Afrique dans sa bouche, ni la RDC. Voilà. Donc je pense qu'il faut compter sur les efforts locaux, les efforts locaux avec tout ce qu'il y a comme coopération avec les autres pays. Le président a peut-être se déplacé pour nouer des alliances militaires. Je pense que c'est sur base de ça qu'il faudra compter. Peut-être dans le domaine économique, par exemple, aussi. Très rapidement. Les échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis ne sont pas aussi... rien que en Afrique, parlons de l'Afrique, les Chinois investissent jusqu'à 135 milliards de dollars, mais les Américains n'arrivent même pas à 30 milliards de dollars. Vous voyez que l'intérêt des Américains, ce n'est pas forcément l'Afrique, les priorités sont ailleurs. Souvenez-vous des déclarations de Donald Trump qui parle, et je termine par là, qui voudrait annexer le Canada, il voulait prendre le Groenland, il voulait annexer le Panama. Vous voyez, tout ça, c'est les priorités du président américain actuel. Ça sera peut-être tourné ailleurs, peut-être avec l'évolution des choses. Les choses pourront
tourner en faveur de l'Afrique. Mais il est d'abord, avant tout, le président des États-Unis. Voilà, merci à vous, monsieur José Junior Owawa. Poursuivons avec l'actualité. Le Rwanda s'était-il opposé à l'extension du projet de corridor de Lobito à l'est de la RDC comme incitation à un accord de paix? La secrétaire d'État adjointe sortante chargée des affaires africaines à la Maison-Blanche déclare que Kigali a fait marche arrière. Faut répondre les autorités rwandaises qui nient avoir été associées aux négociations pour ce projet transfrontalier. Alors que l'administration Joe Biden fait ses adieux, l'information sur la paix dans le Grand Lac et le corridor de Lobito fait des vagues. Les autorités de Kigali estiment que l'information fournie par la secrétaire d'État adjointe américaine sortante pour l'Afrique est totalement fausse. Le Rwanda n'a jamais été associé de quelque manière que ce soit aux négociations du corridor de Lobito. Par conséquent, notre pays ne s'est jamais opposé à une quelconque extension de ce corridor vers l'est de la RDC et n'a jamais été invité au sommet de Lobito qui s'est tenu en décembre 2024 en Angola, a déclaré le ministre rwandais des Affaires étrangères. Dans son interview à l'agence France Presse, Molifi explique que l'idée américaine était de développer une extension du couloir de Lobito jusqu'à l'est de la RDC. La diplomate américaine parle d'incitation positive aux deux pays pour parvenir à un accord de paix. Un cadre bien négocié pour les parties existe, dit-elle. Il était sur la bonne voie, ajoute la diplomate, mais Kigali s'en est éloigné. Elle explique que les États-Unis d'Amérique ont présenté une solution qui incluait une répression en RDC contre le FDLR, un premier plan refusé par Kinshasa. Le projet de corridor de Lobito est un projet américain de transport de produits miniers bruts allant de la RDC, la Zambie et l'Angola. Le projet est présenté comme très important pour les trois pays. Début décembre 2024, Joe Biden, président sortant des États-Unis d'Amérique, a fait le déplacement de l'Angola pour la réussite de ce projet. Et à la suite du rapport de l'Inspection générale des finances sur la gestion de la Banque centrale du Congo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les responsables des détournements des fonds publics, notamment une somme de plus de 300 millions de dollars provenant d'avances fiscales accordées par la Générale des carrières et des mines à la République entre 2012 et 2020. À des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. À la suite du rapport transmis par l'Inspection générale des finances sur la gestion de la Banque centrale du Congo de 2018 à 2020, Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a instruit le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin d'ouvrir un dossier judiciaire à charge des responsables des détournements des deniers publics révélés par les 10 rapports, notamment celui de la somme de 315 612 000 dollars américains résultant des avances fiscales consenties de 2012 à 2020 par la Générale des carrières et des mines à la République. Lit-on en paragraphe premier du communiqué de presse Sanso numéro 69 du ministère de la Justice du 18 janvier 2025 qui porte la signature du cabinet du ministre d'État Constant Mutamba Tungunga. À en croire notre source, à ce jour, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à charge des personnes incriminées et transmis aux organes de justice de plusieurs pays pour les appréhender. Des interpellations vont être lancées aussi dès la semaine prochaine à l'égard de toutes les personnes impliquées dans ces actes qui se trouvent au pays. Pour rappel, la GECAMINE était dirigée bien avant cette période sous examen par Albert Yuma Moulimbi, à l'époque président du conseil d'administration de l'appareil public. Quant à la BCC, la Banque des banques, celle-ci était dirigée à l'époque sous examen des enquêteurs de la toute-puissante IGF par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwanyanyembo, actuellement président du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances depuis le 5 juillet 2021. Dossier à suivre.
L'hôpital général de référence de Massissi dans le Nord Kivu a été frappé par des tirs de roquettes blessant légèrement deux membres du personnel des Médecins sans frontières. Le projectile a touché le garage de l'organisation situé à proximité de l'hôpital. Une autre roquette a également endommagé une latrine à proximité immédiate de la structure. L'hôpital et les installations de MSF ont par ailleurs été impactés par des balles. Gigi Nende. Et appelle au MSF condamne fermement cette attaque et appelle au respect des infrastructures humanitaires et médicales, conformément aux principes du droit international. Stéphane, responsable des programmes MSF au Nord Kivu, bien que les blessures des deux collègues soient légères, des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger l'hôpital et ses occupants, en particulier les milliers de civils qui y cherchent refuge. Cet incident survient après un autre tir le 16 janvier où 2 civils avaient été blessés, dont un mortellement. MSF insiste sur le fait que les zones humanitaires, comprenant les hôpitaux et les bases de ONG, doivent être épargnées par les combats et que les belligérants doivent prendre toutes les précautions pour éviter de nouvelles atteintes à la sécurité des civils et des structures protégées. Les autorités et les groupes armés doivent prendre conscience de l'importance de protéger ces zones sensibles où des milliers de personnes vulnérables cherchent à échapper aux violences. Les impacts de ces attaques ne se limitent pas seulement aux infrastructures, mais mettent également en danger la vie des civils qui dépendent de ces structures pour leur survie. Depuis 2007, MSF soutient les efforts du ministère de la Santé à Massissi, apportant une aide médicale essentielle dans des zones confrontées à une instabilité chronique. Aujourd'hui, l'organisation soutient non seulement l'hôpital général de référence, mais aussi le centre de santé de référence de Niabiondo et plusieurs autres établissements plus éloignés, afin de garantir l'accès aux soins pour les populations déplacées et les habitants de la région. Mesdames et messieurs, allons à présent de-delà de nos frontières avec cette page internationale. Titre, la légère réduction du déficit commercial du continent avec la Chine ne traduit pas un changement dans la structure des produits exportés par le continent vers le pays asiatique. Elle s'explique plutôt par la hausse des cours de certaines matières premières comme l'or, le cuivre et le café. Blaise Kouzola. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 295,56 milliards de dollars en 2024, un montant en hausse de 4,8% par rapport à 2023. Les exportations de l'Empire du Milieu vers les pays africains ont augmenté de 3,5% durant l'année écoulée pour s'établir à 178,76 milliards de dollars, alors que les importations chinoises en provenance du continent ont totalisé 116,79 milliards de dollars, enregistrant ainsi une hausse de 6,9% comparativement à 2023. L'Afrique a ainsi vu son déficit commercial avec le géant asiatique diminuer à 61,93 milliards de dollars l'an passé contre 64 milliards en 2023. Force est cependant de constater que les déséquilibres structurels caractérisant les relations commerciales bilatérales persistent. La réduction du déficit de la balance commerciale découle essentiellement de la hausse de la valeur des importations chinoises de certaines matières premières, alors que le pays africain réclame depuis quelques années davantage d'importations de produits transformés. Lors de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait par exemple appelé Pékin à œuvrer à rééquilibrer ses relations commerciales avec le continent en s'attaquant à la structure de ses importations. La Chine a également augmenté ses approvisionnements en produits agricoles tels que les avocats, les graines de soja, les ananas, le piment, le noix de cajou, le grain de sésame et les épices en Afrique. Les exportations chinoises vers l'Afrique sont essentiellement composées de produits finis, tandis que les importations africaines vers l'Empire du Milieu sont dominées par les matières premières comme le pétrole brut, les cuivres, le cobalt et les minerais de fer, d'où un excédent commercial chronique en faveur de la Chine. Pour tenter de réduire ces déséquilibres commerciaux, Pékin a supprimé le droit de douane sur 98% de produits importés de 21 pays africains, dont l'Éthiopie, la Guinée, le Mozambique, le Rwanda et le Togo. Elle applique également depuis le dimanche 1er décembre
décembre 2024 un traitement tarifaire nul de 100% de ses importations en provenance des pays les moins avancés avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques dont 33 pays africains. Ces démantèlements tarifaires successifs font suite à l'annonce par le président chinois Xi Jinping lors de la 8e conférence ministérielle du FOCAC tenue à Dakar en novembre 2021 de l'intention de Pékin d'augmenter ses importations de produits agricoles africains. Le dirigeant chinois avait alors indiqué que l'objectif est de porter le total des importations chinoises en provenance du continent africain à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022, puis à 300 milliards de dollars par an à l'horizon 2035. Une autre façon de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec la revue de presse. Suivez cette sélection et ce commentaire de Rachel Misenga. Mesdames et messieurs, bonsoir. La revue de presse de ce lundi commence par cette annonce du gouverneur de la province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a rassuré ce dimanche dans la soirée qu'il n'y aura pas grève de conducteurs de transport en commun ce lundi, écrit le journal Géopolis. C'était à l'issue d'une réunion qu'il a eue ce 19 janvier avec les associations de chauffeurs, quelques membres du gouvernement et les services de sécurité de la ville. Les conducteurs de transport en commun ont menacé d'aller en grève ce jour pour protester contre la nouvelle grille tarifaire publiée dans un arrêt par le gouvernement provincial. Daniel Bumba a par cette occasion mis en garde contre le rebelle à cette grille. Les quotidiens, le journal, est revenu dans son numéro de ce lundi sur le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a consacré la journée de ce vendredi 19 janvier à sa visite d'inspection de la voirie urbaine sur toute la voie qui mène vers la commune de Gombe. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues Commerce et Roi Kadingi autour du marché central. Il était accompagné entre autres de plusieurs autorités dont le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui lui a présenté le travaux d'infrastructures routières en cours d'exécution dans la capitale. Lors de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux organisée ce samedi avec le diplomate et Criforum de Zas, le président de la République Félix Tshisekedi est revenu devant le corps diplomatique basé en RDC sur la situation générale de la RDC depuis son investiture pour son second mandat. Sur le plan sécuritaire, il a indiqué qu'il n'attend pas un seul instant céder face aux pressions exercées par certains partenaires internationaux qui l'obligent de mettre sur la même table les négociations avec les terroristes du M23. Un autre point abordé, c'est l'épineuse question de l'application de la peine de mort en RDC. Le chef de l'État a rassuré qu'aucune exécution n'a été menée à ce jour. Congo Nouveau estime qu'avec cette déclaration, le président de la République a signé la fin de la dissuasion. Selon le journal La Prospérité, les ministres d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Constant Moutamba a initié une action judiciaire contre les personnes impliquées dans une affaire de détournement de deniers publics à la Banque centrale du Congo, dont une somme de plus de 315 millions de dollars américains résultant des avances fiscales consenties par la GECAMIN de 2012 à 2020, comme le dit un rapport de l'inspection générale de finances. Avancée enregistrée dans le projet de construction du pont-route rail reliant Kinshasa et Brazzaville, l'association congolaise pour l'accès à la justice critique la priorité accordée à ces projets au détriment du port en eau profonde de Banana et Criforum de Zas. Dans un communiqué publié dernièrement, l'ONG dénonce une stratégie qu'elle juge dangereuse pour la souveraineté économique et maritime du pays. Terminons cette revue de presse avec Tempête de Tropique qui parle du banditisme urbain dans la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les gouverneurs Jacques Kiaboula annoncent l'instauration d'un couvre-feu dès ce lundi 20 janvier 2025. Cette mesure est applicable de minuit à 5 heures du matin. Mesdames et messieurs, cette revue de presse est terminée. Bonsoir chez vous. Ce journal, place au rappel des titres.
Énième grève des conducteurs de transport en commun ce lundi 20 janvier dans la ville de Kinshasa, malgré la mise en garde de l'autorité urbaine interdisant la dite grève, une situation qui a mis en difficulté les Kinoises et Kinoises pour se déplacer. Et en parallèle, afin de maintenir la sécurité et d'assurer la fluidité de la circulation, le commissariat provincial de la police a intensifié ses efforts sur terrain pour faire face à la paralysie du secteur du transport due à la grève des chauffeurs. Et à l'international, l'Afrique connaît une légère réduction du déficit commercial avec la Chine, une baisse causée par la hausse des cours de certaines matières premières comme l'or, le cuivre et le café. Fin totale de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 23h, demain à 2h et à 7h du matin. Au revoir.